48e édition de la Semaine nationale de l'arbre, édition 2020. La semaine a été lancée hier à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Roi Faisal à Facha. Elle a été présidée par le représentant du maréchal du Tchad, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzbe Paimi Debe. L'élan de solidarité envers les couches vulnérables se poursuit. Ce matin, le gouvernement vole au secours de cette population. Une importante quantité de vivres a été acheminée par l'entremise de l'ONASAR dans tous les centres sociaux de N'Djamena. Et puis, vaste opération de saleté de curage des caniveaux ce matin dans la ville de N'Djamena. L'opération a démarré ce matin au quartier Art de Djumbal dans la commune du 3e arrondissement. Opération menée par la mairie centrale de N'Djamena et la Société nationale d'études et des réalisations. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de ce dimanche 30 août 2020. Mais avant de poursuivre cette édition, sachez que nous avons sur ce plateau comme invité du journal le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi. Bonsoir, professeur. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que notre entretien ce soir porte sur la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus chez nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, professeur, nous allons faire le tour de l'actualité. Je le disais, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Roi Faisal a été choisie hier pour le lancement officiel de la 48e édition de la Semaine nationale de l'arbre. La cérémonie a été présidée par le représentant du maréchal du Tchad, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzbe Paimi Debe. Compte rendu avec Nasr Noditi. Instituée en 1972, la Semaine nationale de l'arbre est bien connue des Tchadiens. Ce 29 août, au lancement officiel de la 48e édition placée sous le thème « Planter et entretenir un arbre, c'est lutter contre la désertification et être résilient au changement climatique », une grosse pluie s'est invitée. Après avoir posé les gestes qui sauvent, le représentant du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzbe Paimi Debe, a invité toutes les corporations à la mobilisation pour dresser une haie vive à l'avancée du désert au Tchad. J'instruis, au nom du maréchal du Tchad, les chefs de département ministériel, les responsables des grandes institutions de la République du Tchad, les chefs d'arrondissement de la ville de N'Djamena de mobiliser leur personnel pour cette opération. Aussi, tous les gouverneurs sont-ils instruits de prendre disposition pour lancer cette opération de reboisement dans les provinces respectives. En outre, j'exhorte nos forces de défense et de sécurité à braver cet adversaire qu'est le changement climatique en y participant activement à l'opération de reboisement. Les dynamiques organisations des femmes et des jeunes ne doivent pas rester à l'écart. Cette opération concerne notre existence, notre avenir immédiat et les générations futures auxquelles le maréchal du Tchad attache beaucoup d'importance et d'espoir quant à la préservation de ce patrimoine naturel et à sa gestion rationnelle et durable. La faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Roi Faisal de Facha est le point de départ d'une semaine intense d'activités de reboisement sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les forces vives de la nation sont invitées à faire œuvre utile à l'humanité. Et puis dans son adresse, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzbe Paimi Debe, invite les hommes et les femmes des médias à s'investir pour une sensibilisation pour la préservation de l'environnement. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzbe Paimi Debe, dans un extrait sélectionné par Nasr Noditi. Quant à vous, chers compatriotes de la presse, le combat pour la protection de l'environnement est le vôtre. Il se gagnera
à travers la sensibilisation dont vous constituez un puissant levier. Cette semaine nationale de l'arbre devait conduire chacun de nous à changer de comportement, à penser au futur et à nos progénitures. La protection de l'environnement et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique est l'affaire de tous. Par conséquent, nous devons, à divers niveaux, nous mobiliser pour laisser un pays meilleur à nos enfants. Planter un arbre, c'est bien et constitue un acte de citoyenneté. Mais l'entretenir et le protéger, c'est encore mieux. À l'occasion de cette semaine de l'arbre, j'invite chaque Tchadienne et chaque Tchadien à mettre ne serait-ce qu'un plan en terre et l'entretenir. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a exhorté également la jeunesse tchadienne, fer de lance de la nation, à être avant-gardiste de l'environnement. Il est toujours au micro de Nasrounos ici. Le choix de ces sites pour le lancement de la semaine 2020, qui est la faculté Idriss Déby Itno des sciences juridiques et politiques, Université Roi Faisal, située à Farsia dans le premier arrondissement, répond à une sollicitation de la jeunesse. Ce choix n'est pas fortuit. Ce désir que les étudiants ont émis permettra non seulement de redorer l'espace considéré d'une couverture végétale pour faire face au problème de la canicule dans l'établissement pendant la période où les températures sont des plus élevées. Mais sera également un milieu propice d'études par l'ombrage que ces arbres donneront. Pour stimuler les étudiants à assurer la protection de ces plants mis en terre, nous recommandons à l'administration de la dite faculté de primer les meilleurs étudiants de l'année en inscrivant leur nom sur chaque plan, ce qui permettra aux bénéficiaires d'assurer l'entretien et le suivi de ces arbres, même au-delà du cycle universitaire. Parlons santé. Depuis l'enregistrement du premier cas de la pandémie de Covid-19 dans notre pays, le gouvernement ne cesse d'intensifier la sensibilisation au sein de la population en vue de freiner la propagation de cette maladie. Malheureusement, et oui, malheureusement, l'on constate un relâchement total relativement à l'application des gestes barrières qui restent le seul moyen pour protection. Amathia Abbas revient en papier. Covid-19, le virus circule toujours et demeure une préoccupation. Le comportement de certains concitoyens met en mal les efforts salutaires du gouvernement. Le port des masques délaissé, le lavage de mains totalement abandonné, les bars et boîtes de nuit ouverts en violation des mesures relatives à leur fermeture, transport interurbain dans un désordre total, bref, les gestes barrières qui sauvent sont foulés aux pieds. Dans la ville, le constat est amer, très amer. Le relâchement est presque total dans les différents marchés de la capitale et ceux des provinces du pays. Les lieux de culte baissent la garde. Pire encore, les attroupements dans les places mortières dont l'interdiction n'est pas encore levée refont surface. Les cas de mariage n'est pas du reste. La situation sanitaire dans les provinces du Logone occidental et oriental s'explose. Depuis la chute de la courbe, bon nombre de Tchadiens violent systématiquement les mesures édictées par le gouvernement malgré les ravages de la pandémie à l'échelle mondiale. Malgré que les forces de l'ordre soient postées un peu partout, certains citoyens inconscients jouent au petit malin. Automobilistes, motocyclistes ou cyclistes, chacun dispose d'au moins un masque malheureusement logé dans sa poche ou soit jeté quelque part sur son moyen de locomotion. Comment peut-on expliquer un tel relâchement? À mon avis, il y a nécessité, voire même une urgence,
que toutes les mesures sécuritaires prises par le gouvernement soient appliquées dans leur rigueur pour éviter les pires. Les forces de défense et de sécurité postées à l'entrée et à la sortie des grandes agglomérations du pays doivent jouer pleinement leur rôle. Les communes de charge de bus, de transport interurbain, les syndicats de transporteurs, les responsables de lieux de culte et les médias, nous sommes tous interpellés à contribuer à l'éveil de conscience, puisqu'il s'agit d'une question de vie. Nous avons tous en mémoire combien de personnes qui nous sont chères et d'autres cadres supérieurs du pays emportés par le virus mortel. Jusqu'à preuve du contraire, aucun remède n'est disponible contre ces mâles du siècle. Seules les mesures barrières édictées par le gouvernement restent le moyen le plus efficace pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus. Le virus ne cesse de faire des victimes à travers le monde et s'attaque aussi aux enfants, selon l'Organisation mondiale de santé, l'OMS. C'est pourquoi cette agence onusienne recommande le port des masques même aux enfants de 12 ans et plus. Il faut surtout comprendre que toutes les mesures édictées ne visent que notre propre santé. Les respecter, c'est préserver votre santé, celle de votre entourage. Au regard de la dangerosité de cette terrible maladie, nul ne peut se permettre de fouler aux pieds les importantes mesures et de compromettre les efforts salvateurs fournis par le gouvernement pour le bien de sa chère population. Que chacun respecte les mesures prises. Alors, si les lois sont faites pour redresser ceux qui le violent, force revient à la loi. Voilà, professeur, bonsoir. Vous venez de suivre avec nous le reportage de Amathia Abbas qui parle de relâchement de la population. Alors, première question, qu'est-ce qui explique la résurgence de la maladie depuis un certain temps dans notre pays? Merci madame, merci encore pour votre invitation. Pour répondre à la question, nous avons déjà souligné d'autres fois que au cours des épidémies, il y a des périodes où on peut remarquer une flambée et puis des périodes de baisse. Donc après une période baissière, nous avons eu une résurgence de la maladie et cette résurgence doit être considérée sur différents points de vue. D'abord, à partir du début du mois d'août, nous avons eu l'ouverture de l'espace aérien. Nous avons eu des cas de personnes qui de N'Djamena veulent voyager et qui doivent faire des tests qui résultent être positifs. Donc cela, nous avons pu le détecter grâce aussi au fait que nous avons une meilleure capacité de diagnostic. Donc des personnes saines qui veulent voyager et chez lesquelles on découvre que il y a une positivité au coronavirus. D'autre part, des personnes qui viennent de l'étranger, de zones où l'épidémie à des niveaux extrêmement élevés, arrivent au Tchad. Au 7e jour, elles sont tenues à faire un contrôle et à ce contrôle du 7e jour, elles résultent positives. Ces personnes-là, quand elles regagnent leur famille, normalement, elles doivent rester confinées pendant une semaine. Mais nous avons constaté qu'il y a des personnes qui font des karamas, c'est-à-dire des retrouvailles en famille, ou bien au cours de retrouvailles particulières, genre funérailles, place mortuaire, ces personnes qui sont positives au 7e jour peuvent le communiquer à leurs parents. Et cela veut dire que, 1, la maladie est en train de circuler en ville, 2, que ceux qui viennent de zones endémiques, où l'épidémie sévit plus que le Tchad, devraient vraiment observer les mesures qu'on leur édicte à leur arrivée, c'est-à-dire 7 jours de permanence confinés chez elles avec les mesures barrières qui sont observées. Et donc, s'il y a relâchement, pendant que le virus est en train de circuler dans la ville, quand nous-mêmes nous quittons N'Djamena pour aller en province, nous allons amener cette maladie-là en province. Et face à cette situation, professeur, pourquoi la coordination n'a pas pu prendre des mesures strictes par rapport au déplacement aux personnes qui doivent être confinées, de leur retour du voyage par exemple? Bon, les personnes qui retournent d'un voyage, dès qu'elles arrivent à l'aéroport, on leur dit le comportement à tenir.
Pendant 7 jours, vous restez chez vous, vous ne bougez pas et vous ne devrez pas faire de rassemblement. Vous restez confiné. Malheureusement, ils ne respectent pas ces conditions. Dans nos habitudes, les gens viennent souhaiter la bienvenue à la personne qui est arrivée et ce n'est pas une bonne action en temps d'épidémie. Et nous avons eu 5 cas positifs sur à peu près 3000 personnes testées arrivées de l'étranger, de zones où l'épidémie sévit beaucoup. Amérique, Europe, Asie. Oui. Et c'est pour cela que nous déconseillons même à nos compatriotes qui veulent aller vers ces zones-là de ne pas faire les voyages vraiment non essentiels. Parce que vous quittez une zone qui est assez épargnée pour aller dans une autre zone où la maladie sévit et donc c'est dangereux de vous exposer. Mais professeur, même ici au niveau interne, si nous pouvons parler par exemple de la province du Logone occidental, nous avons constaté que les statistiques ont monté depuis quelques jours. Absolument. Le cas du Logone occidental est un foyer, pas très loin de Moundou. Et ce foyer, l'enquête épidémiologique est en cours, mais probablement, là aussi, comme dans beaucoup de cas qui sont déjà survenus en province, c'est parti de N'Djamena et la localisation est d'abord intrafamiliale, donc à l'intérieur d'un noyau familial et ses fréquentations. Pour le moment, ce foyer est très bien contenu, c'est très bien géré par la délégation du Logone occidental qui a reçu aussi un appui à partir de N'Djamena en ce qui concerne la surveillance épidémiologique et aussi une consultance clinique. Et nous sommes permanemment en contact. Et à partir de mardi, nous devrions faire les tests de contrôle et cliniquement, les personnes qui sont suivies vont bien. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est très contenu. Nous en avons expérience parce que nous avons déjà eu des foyers en province et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Nous avons pu les mener à bon port. Quelles sont les dispositions prises, par exemple, au niveau des agences de voyage ? Alors, au niveau des agences de voyage, il y a, juste avant la reprise du transport interurbain, oui, un protocole qui a été édicté pour qu'ils l'observent. Mais malheureusement, nous avons fait plusieurs constats, même récemment, et nous avons également des expériences de personnes qui viennent le dire au niveau de la coordination, que les mesures barrières ne sont pas respectées comme elles devraient l'être. Et que faut-il faire? Que faut-il faire? Il faut savoir, tout le monde doit savoir que c'est une question d'abord de civisme pour sa propre santé et pour la santé de la communauté. Dans les bus, force est de constater que le prix du billet a augmenté, oui, mais la distanciation n'est pas respectée. C'est-à-dire que vous payez le ticket plus cher pour qu'à côté de vous, il n'y ait pas une autre personne, mais de fait, vous avez toujours un voisin. On ne vérifie pas que vous portiez le masque. Avant de monter dans le bus, on ne se lave pas les mains. On n'est pas sûr que tous les bus sont désinfectés à l'aller comme au retour. Donc tout ça, c'est des exigences que nous devons prétendre des transporteurs. Et nous avons fait le constat, nous l'avons signalé à qui de droit et nous pensons que ces mesures seront dorénavant respectées. D'accord, professeur, dites-nous aussi, est-ce que le port de masque à lui seul suffit vraiment pour limiter la propagation du coronavirus? Bon, c'est pas le port du masque en lui seul, c'est une panoplie de mesures barrières, parmi lesquelles aussi le port du masque. C'est-à-dire, il y a la distanciation, c'est-à-dire rester loin les uns des autres, oui, au moins à 1 mètre de distance, porter le masque et se laver les mains. Tout a un sens parce que quand on reste à environ 1 mètre et qu'on porte le masque, si les 2 personnes portent le masque et qu'il y en a une qui est positive au coronavirus, les possibilités de transmettre le virus à son vis-à-vis sont complètement amoindries par rapport à quand les 2 personnes sont sans masque. Donc c'est pour cela qu'on exige le port du masque. Il est vrai qu'au cours de tous ces mois, nous avons fait beaucoup de sacrifices. Il y a des gens qui disent qu'ils ne tolèrent pas le masque. Mais il faut savoir le prix à payer
Si on ne porte pas le masque, on ne se lave pas les mains et on ne respecte pas la distanciation. Quand on dit souvent, ne faisons pas de place mortuaire, ne nous regroupons pas en grand nombre dans un tout petit espace, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait la diffusion du virus. Les gens ont fait des sacrifices pendant 2-3 mois. Elles ont vraiment souffert de cela. Il faut vraiment rendre hommage à toute la population pour les sacrifices consentis, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Donc on est bien obligé de dire, continuez à respecter ces mesures barrières-là. C'est le sacrifice le moins lourd à payer, parce que le plus lourd, c'est être décimé par cette maladie, comme vous êtes en train de le voir ailleurs dans le monde. En cas de l'évolution, par exemple, de la maladie, est-ce que le comité va revenir, par exemple, sur les mesures restrictives pour limiter la propagation de la maladie? Vous savez, ça, les mesures sont évolutives. Oui. Et nous disons tout le temps que on peut lever les mesures si la situation épidémiologique s'améliore. Donc, même si on ne le dit pas explicitement, il est évident que si la situation s'empire, on va revenir à des mesures toujours plus sévères, comme il est déjà advenu ailleurs. C'est-à-dire, tout ce qui se passe ailleurs peut venir chez nous, en bien comme en mal. Oui. Il ne faut pas qu'on voit seulement le bon côté, il faut penser aussi au pire pour trouver vraiment la bonne solution. Mais professeur, est-ce que jusqu'à là, la coordination doit continuer à observer cette population, ou bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour améliorer? Bon, nous sommes un comité technique, donc nous donnons nos avis, nous documentons par rapport à tout ce qui se passe ailleurs au monde pour dicter les mesures les plus idoines à chaque moment de l'épidémie. Et nous donnons nos avis et nous faisons aussi des plaidoyers ou des explications à la population, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Donc ça, nous ne nous lasserons jamais de le faire. Nous sommes peut-être même répétitifs, mais c'est de la pédagogie et il ne faut jamais se lasser de dire les choses qui sont bonnes et qui font du bien. D'accord. Beaucoup de sacrifices sont consentis, mais il reste également des efforts à faire. Alors, quel est votre message? Mon message, bon, je vous remercie pour me donner l'occasion de redire encore certaines choses que nous avons dites aussi. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on évite que cette maladie nous atteigne dans les proportions graves, comme elle l'a déjà fait dans certains pays. Donc, ce sont les mesures de prévention qu'il faut mettre au premier plan. Mesures barrières, port du masque, distanciation, lavage des mains, et pour des exemples concrets, comme ceux dont on est en train de parler tout à l'heure, en mesure de transport interurbain, il faut absolument qu'il y ait de l'ordre. Il faut absolument que ces bus-là soient correctement désinfectés. Il faut absolument observer une distanciation entre les personnes dans le bus. Observer que ces personnes-là portent le masque. Et il en va vraiment de la responsabilité de tout un chacun et aussi de la responsabilité des personnes qui sont là pour contrôler que ces situations soient effectivement bien gérées. C'est la même chose en ce qui concerne les cérémonies. Nous, ce dont on souffre le plus probablement, c'est les cérémonies. Les cérémonies funéraires, il ne faut pas les faire. L'État a interdit de les faire. Oui. On est en épidémie, on ne devrait pas le faire. Il ne faut pas qu'on le fasse. Les cérémonies de mariage, c'est la même chose. Toute cérémonie qui regroupe au-delà d'un certain nombre de personnes, surtout dans un espace confiné, il ne faut pas le faire. Dans les lieux de culte, un protocole a été adopté. Toutes les parties ont adopté un comportement à suivre. Il ne faut pas faire les malins. Il faut vraiment suivre le comportement dont chacun d'entre nous a pris la responsabilité de respecter. Il y a aussi les débits de boissons, professeur. Nous constatons malheureusement que beaucoup sont déjà ouverts malgré les mesures. Voilà, les débits de boissons aussi ont été ouvertes sans avoir eu une autorisation explicite. Justement. Bon, maintenant, elles sont ouvertes. Mais il faut quand même, de par le monde, il y a des normes qui sont suivies. Il y a des normes de distanciation, il y a des normes en ce qui concerne l'hygiène du matériel qui est employé, il y a des normes d'hygiène en ce qui concerne
la gestion des tables et aussi la gestion du nombre de personnes sur les tables. Donc tout cela, les services d'hygiène ont été informés. Nous pensons que dans les prochains jours, peut-être qu'il se passera aussi des contrôles pour que effectivement ces lieux-là ne soient pas des lieux de propagation de la maladie. Il faut vraiment faire attention à cette maladie. Il ne faut pas que la maladie sévisse au Tchad dans les proportions où elle est en train de sévir ailleurs, que Dieu nous en épargne. Et il faut savoir que nous n'avons pas les moyens de la gérer, quoi qu'on ait eu beaucoup de matériel, quoi qu'on ait eu beaucoup de formation, quoi qu'on ait eu du personnel maintenant rodé. Il ne faut pas qu'on ait la maladie dans les proportions où elle est en train de sévir ailleurs. Merci, professeur Choua Ouchemi. Et puis, avant de boucler, chapitre santé, voici la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 30 août 2020. 352 échantillons analysés, 0 et 4 cas confirmés en N'Djamena, 0 guéris, le total reste 878, 0 décès, total des décès 77, 57 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1012, dont 257 femmes reparties dans 15 provinces. La coordination nationale des ripostes sanitaires invite la population à rester sereine, autant pour moi, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313 à la ceinture le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci, professeur. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Bonsoir. Merci. Dans le reste de l'actualité, ce soir, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Lamine Moustapha, a fait une escale à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental. Visiter l'usine de jus de fruits de cette ville est le but de cette visite du ministre. Plus de détails avec Léonce. C'est sous une forte pluie que le ministre du Commerce et de l'Industrie, Lamine Moustapha, est accueilli ce jour par les autorités provinciales du Logone oriental, puis conduit à Pendé Investissement, ex-usine de jus de fruits de Doba. L'objectif de la mission du ministre du Commerce et de l'Industrie est de visiter l'ex-usine de jus de fruits de Doba, devenue Pendé Investissement, et recenser ses problèmes afin de lui trouver des solutions. Le ministre Lamine Moustapha et sa suite ont eu droit à une visite guidée des installations de Pendé Investissement où à chaque étape des explications techniques sont données au ministre. Ça en est suivi une séance de travail avec l'équipe restreinte du conseil d'administration de la dite usine. Nous avons échangé avec les responsables des TC et autres. Nous avons compris leurs problèmes et très prochainement, dès que nous serons en N'Djamena, nous allons trouver une réponse pour que Doba ait son usine, pour que la population de Doba soit vraiment satisfaite de la politique générale du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État. Pour le président du conseil d'administration, Majitolom Josué, la visite du ministre est un élément catalyseur car ils sont rassurés par la promesse du ministre de tutelle que d'ici la date prévue pour le démarrage des activités, tous les détails pour la mise en marche de l'usine seront réglés. Autre activité de notre ministre, le ministre de la Jeunesse et des Sports se trouve à Moundou, dans la capitale économique du pays. Le ministre a visité quelques structures d'encadrement des jeunes et du développement. Reportage Nodioudou Gelbe. Tout a commencé par la visite du stade municipal de Moundou, le bâtiment abritant la délégation provinciale de la jeunesse et des sports, le stade de la paix en construction inachevée depuis 2016 à l'ATNV pour finir au centre coïtien.
Après avoir constaté des visites ces différentes structures, le ministre de la Jeunesse et des Sports a eu une séance de travail avec les responsables de la délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports ayant à leur tête la déléguée Madame Laroué Nangar. Ensuite, les responsables des différentes corporations, des jeunes et ceux des différentes disciplines sportives. Ce cadre d'échange qui s'est déroulé dans la salle de réunion du gouvernorat a permis au ministre de la Jeunesse et des Sports de présenter la vision du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno qui a placé sa confiance aux jeunes pour atteindre le développement du Tchad que nous voulons à l'horizon 2030. Le maréchal met un accent particulier sur la finalisation de ces stades et surtout au rayonnement du sport tchadien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports invite par ailleurs les jeunes à la cohésion nationale afin de mieux s'organiser pour mériter la confiance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Au deuxième titre de cette édition, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zen Aladi Yaya, et le maire de la ville de N'Djamena ont lancé ce matin une vaste opération de salubrité au quartier Ardé-Dumbal. Une opération qui vise à offrir un meilleur cadre de vie à la population de la capitale. Reportage Mamat Seyd Abakar. Une vaste opération d'enlèvement des ordures et de curage des caniveaux pour assainir la ville de N'Djamena. L'opération est lancée dans ces dépotoirs du quartier Ardeb-Dumal dans la commune du 3e arrondissement. Cette route menant à l'école normale supérieure transformée en un véritable dépotoir est en train d'être assainie. Cette opération menée par la mairie centrale de N'Djamena a bénéficié de l'appui de la Société nationale d'études et de réalisation, SNER. Pour la lutte contre l'inondation et la dégradation de la route enregistrée par la forte pluviométrie de cette année, le groupe SNER a décidé de mettre à la disposition de la mairie de N'Djamena les machines que vous avez vues tout à l'heure pour l'aider à faire face aux multiples difficultés qu'elle rencontre en ces périodes difficiles. Et la SNER est toujours prête à accompagner le gouvernement dans sa politique. L'appui de la SNER est bien apprécié par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Par rapport donc à l'appel lancé par la mairie en direction donc des entreprises citoyennes, aujourd'hui la SNER est venue mettre vraiment dans nos cœurs. Des tractopelles, des gros porteurs et des citernes de vidange sont déployés pour l'assainissement de la capitale. Cette opération vise à offrir un cadre de vie propice à la population et surtout à l'épargne de tout désagrément lié aux inondations. Cette information abrégée en images avant de poursuivre l'édition. Une délégation de l'ONG allemande conduite par son directeur Mohamed Zuber est arrivée ce matin à N'Djamena. La délégation a été accueillie à l'aéroport international Hassan Diamos de N'Djamena par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Mohamed Hamid Amat, et le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Abdallah Ousmane, s'entretenir avec les autorités tchadiennes sur les possibilités d'intensifier leurs actions humanitaires en faveur de la population et l'objectif de leur mission au pays de Toumaï. Une initiative vivement saluée par les responsables en charge de la santé. Pour eux, cet engagement de la délégation de l'ONG allemande vise à soutenir les efforts du gouvernement dans sa politique en faveur de la population tchadienne. Et puis la journée africaine de la médecine traditionnelle se célèbre tout le 31 août de chaque année. Prélude à cette célébration, le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique, Dr Mohamed Hamid Amat, a fait une déclaration. Le thème retenu pour cette année est 2 décennies de médecine traditionnelle africaine. Quel progrès dans le pays? Un extrait du directeur général adjoint du ministère de la Santé publique. La médecine traditionnelle occupe une place importante dans notre vie quotidienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% de la population africaine utilise la médecine traditionnelle pour répondre à ses besoins de santé. Dans son programme de promotion, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît les nombreux aspects positifs de la médecine traditionnelle, notamment le rôle important que joue cette médecine dans le traitement de maladies
chroniques et dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant de maladies bénignes et de certaines maladies incurables. Il convient de rappeler qu'en plus de la résolution 50/9 de l'Organisation mondiale de la santé en 2000, à laquelle le Tchad a adhéré et qui fait de la médecine traditionnelle une stratégie de soins de santé primaire, notre pays a ratifié plusieurs accords et affiche clairement son engagement lors des sommets des chefs d'État africains relatifs à la médecine traditionnelle. Cette journée nous offre l'occasion de saluer le progrès considérable accompli au cours de 20 dernières années dans le domaine de la médecine traditionnelle en Afrique et plus particulièrement au Tchad. De continuer à travailler dans les associations en attendant l'adoption de textes régissant la médecine traditionnelle au Tchad. Sur ce se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'être de nôtres et surtout, merci également de respecter les mesures barrières tout en lavant nos mains, en portant nos masques et en respectant la distanciation physique. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Télé Tchad.